Merci pour votre fidélité au programme de la 7TV, mesdames et messieurs, il est 13h. Bonjour, bienvenue dans ce journal. À la une de cette édition, l'affaire Azourafal et Kairé. Donc, pour commencer, bien évidemment, les deux ont comparu ce jeudi et leurs sorts sont différents. À l'issue de cette audience, le premier cité a obtenu une liberté provisoire du fait de son état de santé. Kairé, pour sa part, voit son procès renvoyé au 21 mai prochain. Il demeure en détention. Et puis, immigration clandestine, la Fondation Justice Environnementale alerte sur le lien entre le phénomène et la recrudescence de l'immigration irrégulière au Sénégal. D'après l'organisation, d'ailleurs, les chiffres se sont aggravés entre 2022 et 2024. Et enfin, cette polémique de scène obscène lors des Fosco. Le ministère de l'Éducation nationale a sorti une circulaire dans cette adresse. Aux inspecteurs d'académie, il exige un encadrement strict et une validation préalable de toute activité scolaire. Voilà tout pour l'essentiel des titres. Le développement, c'est tout de suite. Et c'est donc en justice que nous démarrons cet après-midi. Placés sous mandat de dépôt, les deux militants du parti PASTEF, Azourafal et Kairé, ont comparu ce jeudi devant le tribunal de grande instance de Dakar. Selon Maître Bamba Cissé, membre de leur collectif de défense, le procès a bien eu lieu ce jeudi comme prévu. Toutefois, les deux prévenus n'ont pas connu le même sort à l'issue de l'audience. Azourafal a obtenu, lui, une liberté provisoire. Maître Cissé, joint par la presse, a précisé que cette décision serait liée à l'état de santé mentale du militant dont la maladie avait été portée à l'attention du tribunal depuis plusieurs jours par ses avocats. En revanche, El Hadj Ousseinou Kairé, lui, retourne à la prison de Rebeuss. Le juge a renvoyé son procès au 21 mai prochain. Sur ce, direction Yoff, où la tension monte au quartier Terme Nord. La construction d'un mur ordonné par l'armée selon les populations provoque incompréhension et frustration. Ce projet fait d'après eux craindre une hausse de regain de l'insécurité. Face à cette situation, les communautés locales appellent les autorités à réagir. Les habitants du quartier Terme Nord, situé à proximité de l'aéroport militaire de Yoff, expriment leur vive colère contre les autorités. En cause, l'édification d'un mur de clôture qu'ils attribuent à l'armée sénégalaise. Selon eux, cette construction risque d'accentuer l'insécurité dans la zone en coupant des voies de passage et en isolant une partie du quartier. Nous n'avons qu'une seule issue en cas d'émeute, d'incendie ou pour évacuer nos malades. Ils sont venus jusque-là pour ériger ce mur. C'est une injustice et un abus d'autorité. Autre conséquence de cette initiative, la suppression du seul espace sportif du quartier, vital pour les jeunes et qui est désormais inaccessible. C'est le seul terrain de football qui nous reste en plus du terrain de basket. Et les militaires veulent nous l'arracher. Le quartier fait également face à une insalubrité grandissante. Ses habitants dénoncent aussi une occupation anarchique des lieux, pointant du doigt une présence étrangère jugée envahissante. Les étrangers des Guet-Pi de Ngor et des Mamelles ont atterri ici et ils vivent dans de mauvaises conditions. Des zincs par-ci, des planches de bois par-là. C'est une anarchie totale. Face à cette situation, les populations interpellent directement le gouvernement du Sénégal. Nous voulons que les autorités nous viennent en aide. Nous souffrons énormément. Nous tendons la main à tout le monde. Le comité de gestion des affaires du quartier se dit déterminé à mener le combat pour la restauration de leur cadre de vie. Une lutte qui s'annonce longue, mais que les habitants semblent prêts à mener jusqu'au bout.
Ce qui nous mène à revenir sur le Conseil des ministres d'hier, la sécurité des constructions, la relance du transport aérien national et la valorisation des ressources naturelles étaient au menu de cette rencontre hebdomadaire. Le président de la République a alors annoncé des mesures fortes, tandis que le Premier ministre, de son côté, a pointé des dysfonctionnements dans la gestion de certaines entreprises publiques. D'autres priorités également, comme l'enseignement des langues nationales et le pèlerinage de Popenguine, ont également été abordés. Au centre des échanges en Conseil des ministres, la recrudescence des effondrements de bâtiments à travers le pays. Face à une telle situation, le président de la République a annoncé une série de mesures destinées à renforcer le contrôle et la sécurité dans le secteur du bâtiment et des travaux publics. Face au récent effondrement de bâtiments, le chef de l'État exige un renforcement des contrôles pour garantir la qualité, la durabilité et le respect des normes à travers une cartographie nationale des bâtiments à risque avec des mesures adaptées, une homologation stricte des matériaux avec des attestations de conformité systématiques et une accélération des missions du Laboratoire national des BTP pour prévenir les risques. Autre priorité affichée par le chef de l'État, une gestion rigoureuse et transparente des ressources issues du secteur des hydrocarbures. Le chef de l'État demande au Premier ministre d'assurer une gouvernance optimale dans le but de respecter les contrats avec les partenaires, de développer le contenu local et les champions nationaux et de tenir la première réunion sous son magistère du COS-Petrogaz avant fin juillet 2025. Le Premier ministre, pour sa part, a mis en lumière les difficultés rencontrées par les entreprises aériennes nationales, notamment AIBD SA et Air Sénégal. Il a attribué ces contre-performances à une mauvaise gouvernance et a présenté un plan de redressement visant à relancer ces structures stratégiques. Ces mesures issues du Conseil interministériel du 3 avril 2025 seront rigoureusement suivies par les ministères concernés pour garantir une gestion efficace de ce plan de sortie de crise, visant à sauvegarder et relancer des opérateurs clés du transport aérien, AIBD SA et Air Sénégal SA. Par ailleurs, le Conseil des ministres s'est penché sur d'autres sujets importants, notamment la promotion de l'enseignement des langues nationales, considéré comme un levier essentiel de développement, ainsi que sur les préparatifs du pèlerinage marial de Popenguine, confiés aux services compétents de l'État. Et puis lutte contre la désinformation en milieu journalistique. Le CESTI a tenu un panel pour sensibiliser les étudiants en journalisme sur la question. Les défis habituels ont été alors discutés lors de cette rencontre, entre autres l'accès difficile à l'information. La lutte contre la désinformation demeure l'un des grands défis du journalisme contemporain. Conscients de cet enjeu, les responsables du Centre d'études des sciences et techniques de l'information ont organisé un panel à l'attention des étudiants afin de leur expliquer les mécanismes de lutte contre la diffusion des fausses nouvelles. Quand on parle de lutter contre la désinformation, il ne s'agit pas d'éradiquer la désinformation parce que la désinformation est un phénomène qui existe et qui accompagne l'histoire de l'humanité, on va dire. Ce qu'il faut comprendre plutôt, c'est comment trouver les moyens pour, on va dire, endiguer, réduire les impacts négatifs des pratiques de désinformation. Un enjeu d'autant plus crucial à une époque marquée par la montée en puissance des réseaux sociaux et de l'intelligence artificielle. Par exemple, sur WhatsApp, on voit souvent des messages qui sont partagés N fois. Et WhatsApp a trouvé une astuce de mettre à chaque fois partager plusieurs fois. Tout le monde ne comprend pas cet élément. C'est une information qui permet à WhatsApp de vous mettre en garde sur le contenu que vous venez de recevoir. Chaque journaliste doit veiller à donner une information crédible. Mais le problème en est que ce n'est pas seulement les journalistes qui donnent l'information. Il y a également des gens qui ne sont pas de la corporation qui peuvent donner l'information. Et la tâche s'annonce complexe en raison de l'accès à l'information, souvent difficile, un obstacle majeur auquel les journalistes sont souvent confrontés. La difficulté d'avoir une information sûre, sérieusement documentée et fiable. Ça, c'est le premier élément. Effectivement, une information qui n'est pas fiable est le lit par excellence de la fabrication puis de la prolifération des pratiques de désinformation. L'objectif est clair, à travers ce panel, sensibiliser et outiller les futurs professionnels de l'information face à un phénomène qui touche aussi bien le Sénégal que le monde dans sa globalité.
Et puis nous l'annoncions dans les titres immigration clandestine et cette alerte inquiétante de la Fondation Justice environnementale. Cette dernière évoque dans un rapport un lien direct entre le déclin de la pêche artisanale et la recrudescence de la migration irrégulière au Sénégal, la surpêche et la pêche illégale pratiquée par les flottes industrielles européennes et chinoises sont pointées du doigt entre 2022 et 2024. D'ailleurs, d'après les chiffres de l'organisation, les chiffres ont drastiquement doublé. La raréfaction des produits halieutiques au Sénégal est l'une des causes majeures de la migration irrégulière vers l'Espagne. D'après le rapport de la Fondation pour la justice environnementale, les pêcheurs artisanaux sont confrontés à des menaces croissantes en raison de la surpêche et de la pêche illégale pratiquée par les flottes industrielles européennes et chinoises, révèle le document. Ces flottes qui opèrent souvent dans le cadre d'accords de coentreprise opaques épuisent les populations de poissons et aggravent l'insécurité alimentaire. Le déclin des populations de poissons qui en résulte entraîne une augmentation des migrations forcées vers l'Europe par la route migratoire la plus meurtrière de la planète qui a fait plus de 3000 morts rien qu'en 2023, signale l'EJF. Le groupe basé à Londres et spécialisé dans les questions d'environnement et de droits de l'homme rajoute que cette situation a gravement affecté les moyens de subsistance des communautés côtières et contribué à l'augmentation de la pauvreté. En 2024, le nombre de migrants entrant en Espagne de manière irrégulière a atteint 63 970, soit plus du double du chiffre de 2022. Une grande partie d'entre eux ont atteint les îles Canaries, le nombre de migrants ayant augmenté de 200% entre 2022 et 2024, indique le document. L'EJF recommande au gouvernement sénégalais, à l'Union européenne et aux entités de pêche industrielle opérant dans les eaux sénégalaises de mettre fin à la crise de la pêche au Sénégal. Dans le document, l'organisation a insisté sur la nécessité de soutenir les communautés qui dépendent de ce secteur, un secteur qui emploie au Sénégal environ 3% de la main-d'œuvre et constitue une source essentielle de protéines, contribuant à 7,9% de l'apport total de la population, d'après l'étude de la Fondation pour la justice environnementale. Très rapidement, direction Salémata, suite aux nombreuses arrestations de jeunes et femmes par les agents forestiers. Les populations du département ont battu le macadam hier du rond-point de la brigade de gendarmerie à la sortie de la commune pour fustiger ce qu'ils appellent bavure. Ils demandent à l'État du Sénégal d'intervenir pour stopper, disent-ils, cette injustice envers les habitants de la localité. L'impossible d'accès à la terre pour leurs activités agricoles, l'absence de zones de pâturage, des difficultés d'exploiter le bois pour la transformation et la commercialisation, des difficultés à obtenir des autorisations d'exploitation et de défrichement. Il nous a été amené de constater sans aucune explication valable des persécutions, des harcèlements, des menaces, des tueries de vaches, des jeunes qui sont partis chercher de la paille ont été ligotés, des toitures de maisons ont été décrochées sans aucune explication. Les populations n'ont que leur silence et leur désespoir pour constater ces injustices infondées et à la limite exagérées. Et on reste hors de Dakar pour parler d'aménagement territorial. Plusieurs villages se sont rassemblés hier à Babac pour la présentation du plan d'aménagement et de développement Smart City, initiative du maire Alioune Sarr. Il promet la transformation de la commune en un pôle urbain moderne. Le premier pôle consiste à restructurer, mais également à régulariser les hameaux et les champs, mais aussi à repréciser certains sites qui jadis étaient utilisés pour des activités ou des projets communautaires qui sont aujourd'hui désuets et qui doivent être reconsidérés et requalifiés au bénéfice des populations. Le deuxième pôle consistait justement au lotissement. Vous savez que Babac est un gros village de plus de 5000 âmes qui a besoin d'un lotissement. C'est aujourd'hui une urgence absolue, les populations l'ont exprimé. Et ça entre parfaitement dans le cadre justement du plan d'aménagement de notre Smart City comme deuxième pôle. Et le troisième pôle, c'est le pôle agricole. Nous avons présenté le plan des zones artisanales, micro-zones industrielles que nous allons installer dans les villages qui permettront justement aux populations de pouvoir exercer toutes les activités artisanales comme la menuiserie, comme la mécanique qui permettront justement de créer des revenus mais surtout d'augmenter le potentiel économique des populations.
Et très rapidement, nous revenons sur l'affaire Azoura Fall et Kairé qui ont comparu donc ce jeudi devant le tribunal. Nous écoutons tout de suite la réaction de Maître Bamba Cissé. Le tribunal a décidé de renvoyer l'affaire d'office. Le tribunal a décidé de renvoyer cette audience. Le juge a considéré qu'il n'était pas en possession du dossier à temps. Et par conséquent, il a décidé de le renvoyer au 22 mai. Nous avons profité de cette occasion, nous, les conseillers de Azoura et Kairé, pour déposer une demande de liberté provisoire. Et le juge a aussi considéré que Azoura, vu son état de santé actuel, ne pouvait pas rester en prison. Donc, il a accepté notre demande et Azoura bénéficie d'une liberté provisoire. Par contre, Kairé, lui, reste en prison et le 22 mai, ils vont tous comparaître. Kairé nak dañ koy téye ba le 22 mai ñu atté leen ñom ñaar ñëpp. Sur ce, nous parlons d'éducation. Comportement obscène lors des Fosco. Le ministère de l'Éducation nationale entre en jeu face à la montée des comportements jugés obscènes lors d'activités organisées par certains gouvernements scolaires. Ce dernier a donc sorti une circulaire dans cette adresse aux inspecteurs d'académie. Il exige un encadrement strict et une validation préalable de toute activité scolaire. Le contenu de chaque activité doit être validé au préalable par le chef d'établissement ou le directeur d'école. Toute activité susceptible d'entraîner des comportements à caractère obscène et donc formellement interdits dans les établissements publics et privés. Et sur cette question, toujours les derniers événements survenus en ce sens au collège Antoine de Padoue de Ziguinchor relance le débat sur l'éducation des jeunes. L'association des élèves et étudiants musulmans du Sénégal s'est alors mobilisée pour dénoncer ce qu'elle considère comme étant une démission parentale, mais également une influence négative de certaines figures publiques sur la jeunesse. Le collège Saint-Antoine de Padoue de Ziguinchor a été le théâtre de scènes extravagantes, habillement indécent, danse à caractère obscène, un package viral sur les réseaux sociaux et qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. L'association des élèves et étudiants musulmans du Sénégal, sidérée par les événements qui rythment dernièrement les activités scolaires dites Fosco. On parle d'éducation et d'école. C'est-à-dire tout simplement, on ne fait pas seulement référence au savoir, mais on fait également référence au savoir-faire et au savoir-être. C'est-à-dire l'école doit être un endroit où on éduque les gens, où on transmet les bonnes valeurs. Donc quand on voit des comportements aussi dégradants, des tenues aussi provocatrices, donc ça pose la question à savoir, est-ce que le rôle de l'école est toujours compris? Est-ce qu'aujourd'hui, on est toujours dans la situation où l'école éduque, l'école transmet de bonnes valeurs? Pour Babacar Fall, la responsabilité se situe à différents niveaux. Aujourd'hui, les parents n'ont plus le temps d'éduquer, n'ont plus le temps de transmettre de bonnes valeurs. Elle est aussi partagée au niveau de l'État. Donc l'État qui est censé réguler, qui est censé remettre à jour donc, certains comportements, surtout dans les réseaux sociaux. Donc aujourd'hui, on assiste de plus en plus dans les réseaux sociaux la vulgarisation et la promotion de gens qui ne font que transmettre de la médiocrité. Donc aujourd'hui, au niveau des artistes, au niveau des influenceurs, comme on les appelle, donc beaucoup de jeunes se réfèrent à eux. Donc on est en perte de repères et l'État doit aujourd'hui prendre des mesures pour un peu limiter les dégâts que font ces influenceurs ou ces artistes. Face à ces manquements graves, est-ce qu'il qualifie d'atteinte aux bonnes mœurs? L'AMS monte au créneau. Je pense que la sensibilisation, c'est le meilleur moyen, mais de là à aller au niveau de la sanction, je pense que ce sera beaucoup plus au niveau des autorités scolaires et universitaires, peut-être qui pourront porter ce combat. Mais l'AMS est toujours dans une logique de sensibilisation et non dans une logique de sanction. Et nous passons tout de suite à la revue de presse.
Bonjour, nombreux sont les journaux qui sont penchés sur le Conseil des ministres avec les recommandations de Diomaye. Sont Le Soleil, le chef de l'État, sur les sociétés publiques et les invite à participer massivement au fonds de relance et qui va voir le jour. Même son le coche dans l'info où Diomaye lance le secteur du Bonti, mais cette fois-ci dans le secteur du bâtiment et des travaux publics. Sont le chef de l'État, il a été constaté de multiples effondrements de bâtiments, notamment en période d'hivernage. Enquête fait état de bâtiments en ruine et que le président de la République entend prendre le taureau par les cornes. Des institutions fermes ont été données en ce sens lors de la réunion du Conseil des ministres. Dans Vox Populi, c'est Diomaye qui veut bétonner le contrôle des concessions. Il actionne le gouvernement pour l'établissement d'une cartographie nationale de la situation. Restons dans Vox Populi qui note qu'Ousmane Sonko débarque à la prison de Rebeuss pour s'enquérir du cas Azoura Fall. Le Premier ministre est allé manifester son soutien à son camarade de parti qui fera face au juge. Mais ce déplacement fait débat car selon maître Saïd Larifou, dans les comptes du journal, ce n'est pas le PM mais le président de PASTEF qui est parti rendre visite à Azoura Fall, qui est un militant de PASTEF. Dans là, c'est Sonko qui crée la polémique avec cette visite d'Azoura Fall en prison. Mais la tribune n'y va pas par quatre chemins. Il écrit que les magistrats ont l'occasion d'affirmer leur indépendance face à la pression de PASTEF. Le journal ajoute qu'Arona Niang est envoyé en prison et qu'Adama Addis Fall est sorti libre de son audition. Restons dans le domaine judiciaire avec les Échos qui signalent cette fois-ci qu'il existe une grosse bataille devant la chambre d'accusation le 21 mai dans l'affaire dite Farba et celle de Tahirou Sarr. Ces derniers contestent les ordonnances de rejet des saisies conservatoires de leurs biens. Il y a 12 requêtes sur le journal, dont 2 de Farba et 10 recours de Tahirou Sarr. La Chambre juge tous les recours le même jour. Dans l'Observateur, c'est Farba avec l'examen médical ordonné par le pôle judiciaire financier qui pourrait l'éloigner de Rebeuss. Restons toujours dans l'Observateur, cette fois-ci avec Tahirou Sarr qui est cité dans une nouvelle affaire. Sa société Sofico et les 10 milliards de francs CFA de l'État émis au profit de Coris Banque Internationale. Le marché de fourniture d'équipements de sécurité et de matériel technique de montant de 45 milliards. Libération révèle que l'affaire de l'immeuble qui s'est effondré, le parquet envoie le dossier en instruction. Pape Maomi Fall, l'entrepreneur, Mafaldien, propriétaire de l'engin d'excavation, et Cherdien, le conducteur, tous écroués par le juge du deuxième cabinet pour homicide involontaire et mise en danger de la vie d'autrui. Sur la réduction des comptes, Wolf Quotidien compte les bons points de la traque. Son l'économiste Souleymane Keita, une lutte active contre la corruption rassure les investisseurs étrangers. Même son de cloche pour Maïssa Babou, économiste, selon lui, les affairistes véreux laisseront la place aux vrais hommes d'affaires. Mais la mauvaise nouvelle est dans le quotidien car son le journal, la Saint-Lec délestée à Brazza avec le contrat suspendu au moment où Birame Souleye Diop est dans ce pays. Un sport record sur le cas Malang Sarr qui évolue à Lens et qui tape à la porte de la tanière. Mais aujourd'hui, son le journal, ce dernier n'emballe pas trop. Tribune Sport titre, les Lions vont préparer l'Angleterre et l'Irlande à Diamniadio. Bonne lecture. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. À 14h, comme toujours, vous avez le Wolof. Merci, bonne suite de programme sur la 7 TV.